Aston Martin a accidenté cette DB12 toute neuve. Elle a ensuite été mise aux enchères et je l'ai achetée. Et j'ai essayé de la reconstruire en 24 heures. Il reste 10 heures. Mais on a échoué. Et en plus, la voiture ne démarre pas. Même après avoir remplacé toutes les pièces, elle ne démarrait toujours pas. On va rien pouvoir faire à partir de là. Et 6 mois plus tard, elle ne démarre toujours pas. Et on ne sait toujours pas pourquoi. La seule chose qu'on sait, c'est que Aston Martin nous a dit qu'ils avaient déjà retiré un pare-choc arrière d'une DB12 et qu'elle n'avait plus démarré après. Ce qui me fait penser qu'on doit assembler la voiture en entier avant même d'essayer de la démarrer. Mais la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'on serait obligé de retourner chez Aston Martin. En ce moment, je suis en train de construire un refroidisseur d'huile et un radiateur auxiliaire qui se place juste devant la roue avant gauche. Ces pièces étaient disponibles chez Aston Martin et faciles à trouver. Oh! L'huile est plutôt propre. C'est parce que cette voiture n'a fait que 46 km. Bon, la plupart des pièces qu'on est en train de démonter sont faciles à trouver, car elles ont déjà été utilisées sur des modèles Aston Martin précédents, comme la DB11. Mais la raison pour laquelle on a laissé cette voiture de côté pendant si longtemps avant de s'y mettre, c'est parce qu'Aston Martin nous a dit que toutes les pièces fabriquées pour la DB12 allaient être utilisées sur les DB12. Donc beaucoup de pièces qu'on a commandées ont été fabriquées sur commande. D'où le temps d'attente un peu long. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai presque tout ce qu'il faut pour remettre cette voiture en état. Le radiateur, c'est un radiateur de climatisation. Celui-ci va aller ici. Il y a un nombre incroyable de radiateurs sur cette voiture. Le moteur est un V8 de 4 litres avec 2 turbos. Mais il semble avoir besoin d'un refroidissement important. En plus du radiateur qui est sur le côté de la voiture et au milieu, j'en rajoute un autre en dessous. Je ne sais pas trop à quoi servent ces radiateurs, mais c'est clair que quand ils ont conçu la voiture, ils en avaient besoin. Et ça ne s'arrête pas là. En plus de ce radiateur inférieur, il y a un radiateur supérieur. Je suppose que les 2 turbos sont refroidis à l'eau et ont tendance à chauffer beaucoup, car ils sont placés au-dessus du moteur. Ouais, c'est un radiateur moteur. Un radiateur de climatisation, radiateur de refroidissement pour turbo, plus de radiateurs, encore des radiateurs, refroidissement de l'huile, radiateur de ce côté. Les radiateurs sont derrière ça. Il y a assez de radiateurs dans cette voiture pour chauffer une maison de 5 chambres. Mais bon, tout est en place. On espère maintenant que c'est étanche. Et maintenant que c'est en place, on devrait pouvoir commencer à construire le reste de la voiture. Je veux dire, si on suit la théorie d'Aston Martin, selon laquelle la voiture ne démarre pas sans tous les pare-chocs, je pense qu'on devrait le faire. Mais ouais, il y a encore beaucoup à faire avant ça. Allons-y. Encore des barres de protection. Celle-ci un peu plus bas. C'est pas la caméra, c'est le pied. Celle-là est bien fixée. C'est un moment incroyable, tout semble se mettre en place. Maintenant, la barre centrale sur laquelle le pare-choc est fixé. Il faut qu'on l'installe. Capteur de température ambiante. Il semble en bon état. Je passe dans ce petit trou. Regardez ça. C'est en fait un capteur super important. On l'a déjà vu sur certaines voitures. S'il n'est pas branché, ça peut causer plein de problèmes. Le voyant de gestion du moteur peut s'allumer et les ventilateurs tournent tout le temps parce que la voiture ne sait pas quelle est la température extérieure. Donc, elle passe en quelque sorte en mode sécurité. Maintenant, on peut commencer à monter tous les panneaux dans le compartiment moteur. Il y a plein de couvercles et de prises d'air. Maintenant, on peut installer les filtres à air et les capteurs MAF. Ces capteurs mesurent la quantité d'air qui passe réellement à travers les filtres à air. Et la voiture peut alors décider de la quantité de carburant à injecter pour s'adapter à ce débit. Nouveau phare. Y a-t-il des chances qu'il nécessite un codage? Oui. Tu crois? Non. Eh bien, c'est britannique. Ça pourrait marcher. Quoi, les Britanniques ne savent pas coder? Non. On n'est pas si malin que ça. Ça va là, comme ça? On va le brancher. Voyons si le nouveau phare marche. Tu penses que ça va marcher ou il va falloir le coder? Ça va marcher. T'es optimiste? Et le moment de vérité? Wow! Ça marche? Ouais! Tu vois, je te l'avais dit. Ouais! Les clignotants! Ouais, ça marche, ouais! Tout marche, ouais! Ce sont les petites victoires qui comptent, et si le phare n'a pas besoin d'être réglé, on a peut-être de la chance avec tout le reste qu'on va installer. Prochaine étape,
réparer le siège. Parce que l'axe du moteur s'est tordu dans l'accident. Après que cette voiture ait été accidentée lors de son contrôle PDI, le conducteur a dû être projeté dans tous les sens dans son siège, qui bouge à peine maintenant. Ça s'arrête là. Allons-y. La plupart des sièges bougent, mais le réglage en hauteur ne semble pas bien fonctionner et reste bloqué. On a déjà essayé de régler ça, mais on n'y est pas arrivé. C'est contrôlé par un moteur en bas et par une broche. Maintenant, quand on met le moteur en marche, rien ne se passe. Donc juste pour vérifier que le problème ne vient pas du moteur, mon père va le dévisser du bas du rail, puis le mettre sous tension. Et on peut voir que ça marche. Donc le problème doit venir de la broche. Tu vois qu'elle est tordue comme ça? Ah ouais, c'est un peu tordu. C'est baissé là. Et tu penses que c'est pour ça que le siège se bloque? Ouais, c'est pour ça qu'elle ne s'enroule pas jusqu'au bout. Comme l'axe est un peu tordu à cause de l'accident, le moteur n'a pas assez de puissance pour le faire tourner. Donc on doit essayer de le redresser parfaitement. Bob, t'es le meilleur. Si tu peux rendre ça 100% droit, Je te le ramène dans quelques heures. ouais, il me le ramène. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que Bob s'est mis au travail sur la broche. Je vais mettre ça ici, et ensuite on va percer un petit trou juste à l'extrémité pour trouver son centre. On va utiliser ce petit truc qui s'appelle un centreur pour trouver le centre de notre pièce. Si Bob arrive à réparer ça, ça nous évitera d'acheter un nouveau rail de siège. Car on ne peut pas les acheter séparément. On espère qu'il va y arriver. Je ne pense pas que ce soit si mal. Il y a un peu de jeu à cette extrémité. C'est assez droit ici. Je vais voir si je peux éliminer cette oscillation. Petit à petit, Bob a redressé la broche autant qu'il a pu. En faisant de petits ajustements ici et là, avec un petit marteau. Et finalement, il a réussi à la remettre en place. Parfait. Et pendant que le siège était démonté, j'ai voulu faire autre chose. La batterie! La batterie est complètement à plat. J'ai une pile Duracell Extreme AGM. La batterie de cette voiture se trouve juste derrière le siège conducteur et sous le siège arrière droit. C'est donc le moment idéal pour la remplacer. Ouais! Encore une fois, ce sont des batteries AGM spéciales. Mais si vous regardez juste l'ampérage et l'ohm de la batterie d'origine, vous devriez pouvoir trouver une batterie de rechange qui correspond. Et ça devrait marcher. Qu'est-ce que ça donne? Mais est-ce qu'une nouvelle batterie aiderait à démarrer? Toujours rien. Continuons la réparation, continuons la réparation. On continue la réparation. Ça n'allait pas être aussi facile que ça, hein? On remet le moteur réparé et la broche que Bob vient de finir. Après ça, mon père pourra se remettre au volant. Voyons si ça marche. Ça a l'air bien, non? Ça descend. Bob l'a réparé. Tout va bien. Merci beaucoup, Bob. Maintenant, on peut monter les panneaux de porte. Je ne peux pas encore mettre la carte de porte parce que on n'a pas de rétroviseur de ce côté ni de l'autre, car ils sont tous les deux abîmés. Je vais vous montrer. Voici le rétroviseur droit, qui était en parfait état. Tout est là. Le cache du rétroviseur était dessus. Il était dessus. C'était un rétroviseur complet. La seule chose qui manquait, c'était la garniture en dessous. Cette garniture noire qui maintient la caméra en place. On ne peut pas commander ça séparément. On ne peut pas la voir séparément. À cause de ça, j'ai dû acheter un nouveau rétroviseur. Juste pour cette garniture. Rien que pour ça. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de décider si je retire le verre de celui-ci pour le mettre sur celui-là. Ou d'enlever la bordure inférieure de celui-ci et de la mettre sur celui-là. Ce qui semble être la solution la plus simple, car ce sont des miroirs sans cadre, qu'Aston Martin a décidé d'utiliser parce qu'il trouve qu'elles ont un look plus cool ou je ne sais quoi. Mais je pense vraiment que personne ne va le remarquer. J'ai décidé d'enlever la garniture de la nouvelle, ça c'est l'ancien rétroviseur, et de le remettre sur l'ancien. Je dois glisser la caméra dans la garniture, puis la remettre sur l'ancien rétroviseur. Ok, c'est assemblé. Je vois pourquoi celui du bas s'est perdu. Il n'est retenu que par des clips minuscules. J'ai donc mis un peu de colle Mansory à l'arrière. Le seul problème, c'est que la caméra peut se placer de 4 façons différentes. J'espère juste avoir bien positionné la caméra. Bon, je vais le brancher dans la voiture et je verrai bien. Mais je peux pas le brancher maintenant parce que il faut que les 4 caméras autour de la voiture soient branchées pour que ça marche. Et on n'a toujours pas remis le pare-choc avant, on n'a toujours pas installé l'autre rétroviseur. Ouais, ça va pas marcher. C'était littéralement un pari. Il devrait y avoir une marque.
Mais il n'y en a pas, ils auraient dû le faire, vraiment. Mais au lieu des capuchons des rétroviseurs noirs, on a des capuchons de rétroviseurs en carbone en guise d'upgrade, et je dois comprendre comment les installer maintenant. Les capuchons en carbone pour les rétroviseurs se clipsent heureusement. Et voilà, les 2 rétroviseurs étaient prêts à être montés sur la voiture. Je dois faire glisser le câblage le long de la porte, puis le rétroviseur se fixe simplement à l'aide de 3 boulons Torx. Je peux tout clipser en place et voir si ma caméra est bien orientée. Ok, la caméra marche, mais elle est à l'envers. Oh non! Heureusement, j'ai pu retirer un tout petit peu la garniture inférieure, puis ajuster la caméra à l'endroit où je pense qu'elle devrait être. En regardant l'écran, je pense qu'on a réussi du 2e coup. Passons maintenant au rétroviseur côté conducteur. On a tout mis dans l'unité de commande. On l'a vissé, mais on a eu un problème avec celui-là. Ouais, il ne marche pas. Non, je ne savais pas si c'était un problème avec la caméra elle-même, alors j'ai pris l'ancien rétroviseur et je l'ai branché directement sur le câblage pour voir si ça marchait. Mais rien. Que la caméra soit neuve ou vieille, elle ne semblait toujours pas marcher. J'ai ensuite branché la caméra de droite sur le câblage de gauche pour voir si ça marchait. Oh! Ça marche? Et ça a marché. Donc le problème vient de ça. Ok. Donc ça, c'est le fil de la caméra ici. Et si on peut brancher une caméra directement là-dedans, on pourra voir si c'est bien... on pourra voir si le problème vient de ce fil qui descend ici. Si ce n'est pas ça, alors c'est peut-être un fusible. Pour brancher une caméra directement sur ce câble, j'ai dû démonter cette fiche pour pouvoir accéder à la fiche mâle de la caméra. Une fois que je l'ai démontée, j'ai pu retirer le fil de son boîtier et brancher directement la caméra. Ok, allons-y directement. Ok, voyons si ça marche. Mais ça ne marchait toujours pas. Non! Ok. Donc ça ne marche pas. Au hasard, on s'est dit qu'on allait tester la théorie selon laquelle toutes les caméras devaient être branchées. Mon père branche donc le câblage du pare-choc avant. Après, je vais faire le tour et brancher la caméra à ce câble. Voyons si ça... Toutes les caméras ont le même numéro de pièce. Donc voyons si ça marche. Et ça a marché! Oh mon Dieu les gars, ça marche! Toutes! Elles fonctionnent toutes! Elles marchent toutes? Ouais, toutes mec! Non! Si, regarde! Celle du miroir marche et tout. Même celle-là? Ouais, regarde, ça marche! C'est quoi ce truc? On les a toutes branchées. Celle de gauche marche. Mais celle de droite ne marche pas quand celle de devant n'est pas branchée. Donc la caméra du rétroviseur gauche fonctionne toute seule sans rien d'autre branché. Mais au contraire, la caméra de droite a besoin que le câble du pare-choc avant soit branché pour fonctionner. La carte de porte est vraiment propre. C'est ce à quoi mon père est confronté pour le moment. Et on espère que c'est un truc bête comme ça qui empêche cette voiture de démarrer. Peut-être qu'il suffit de brancher quelque chose pour lui dire qu'elle peut démarrer sans problème. On ne sait juste pas ce que c'est. Mais avec les panneaux extérieurs installés, on peut commencer à ajouter tous les panneaux de porte de la voiture qui commencent lentement à prendre forme. Ok, les panneaux de porte sont installés. Il manque encore quelques petites choses, des finitions, des trucs comme ça. Mais on a des pièces essentielles qui, j'espère, sont la raison pour laquelle cette voiture ne démarre pas. Donc l'airbag au niveau du genou, là en bas, a explosé. Je vais le remplacer et brancher celui-ci. Et puis, on a aussi un de ceux-là. Bon, mettons ça en premier. Et on va essayer de démarrer. Si quelque chose empêche cette voiture de démarrer, je pense que ce sont les airbags. Le premier à sortir est l'airbag genou. Airbag genou, sorti. Il est littéralement maintenu par 2 boulons et un connecteur électrique. Et pour l'installer, il faut remettre le connecteur électrique en place et les 2 boulons aussi. Mais nous avons attendu 6 mois pour l'airbag suivant. Ok, l'airbag pour le genou est connecté. Le prochain, l'airbag du volant. Et là, tous les airbags de la voiture devraient être connectés. Après ça, on attend que le voyant devienne rouge quand on appuie sur la pédale de frein, ce qui veut dire qu'on peut démarrer. Est-ce que ça se passera comme ça? J'en sais rien. Pour retirer l'ancien airbag, il suffit d'enfoncer le tournevis pour libérer le clip et le retirer. Ça, c'est juste un airbag de Mercedes, avec un cache Aston Martin. Voilà l'airbag Aston Martin. Je vais devoir mettre un airbag Mercedes à côté maintenant. Parce qu'ils sont exactement pareils. Regardez. C'est juste un airbag Mercedes recouvert du logo Aston Martin. Et on a attendu 6 mois pour ça. C'est parti. Et espérons que c'est l'une des raisons pour lesquelles la voiture ne démarre pas. Installé. Tous les airbags sont connectés. En fait, ça a l'air génial. Donc, on va essayer ça.
Voyons si ça marche. On va peut-être devoir effacer des codes, mais... Voyons voir. Voyons ce qui se passe. J'attends donc que le bouton marche-arrêt s'allume en rouge quand je mets le pied sur le frein. Voilà. Mais... rien. Ok, on n'a toujours rien. Donc, je vais brancher l'outil de diagnostic pour voir quels codes sont encore présents. Et si ça marche pas, on devrait continuer avec le pare-choc avant. Mais je me suis souvenu qu'il y avait un problème pour lire cette voiture. Mon outil ne lit pas cette voiture. Il n'y a pas de DB12 dessus. Au lieu de mettre le pare-choc tout de suite, on va essayer de brancher tout ce qu'il faut pour le pare-choc avant. On branche tout dans ce faisceau et ça devrait faire l'affaire. Ça devrait faire croire à la voiture que le pare-choc avant est en place. Je pense que quand vous mettez votre pied sur le frein pour démarrer la voiture, celle-ci effectue toute une série de contrôles de sécurité pour s'assurer que tout est en ordre. Donc on essaie juste de toutes les éliminer en branchant tout. Voyons si ça marche. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Et le rétroviseur? Juste au cas où. Elle va sûrement démarrer sans le rétroviseur. Si tu peux pas regarder derrière toi, ça ne te laissera pas aller en avant. Connectons-nous à Dips. Il pourra peut-être nous dire... À Dips? Ouais, on va se connecter à Dips. Il pourra peut-être nous dire s'il y a encore des données de crash ou autre chose. Maintenant, l'outil de diagnostic de Dips va lire l'Aston Martin. Bon, j'ai effacé toutes les erreurs. On en a maintenant une sur l'airbag, 3 sur les freins anti-blocage, une sur l'ECU et une sur l'instrumentation. On va commencer par l'airbag parce que je veux voir ce que c'est ce problème. C'est une donnée de l'accident? ABS, ouais, on a aussi plein de problèmes. Maintenant, ça a du sens. Les problèmes d'airbag sont liés aux problèmes d'ABS, à cause de ce module au milieu de la voiture, le module airbag. Il est fixé au point le plus bas du milieu de la voiture et récupère les infos des capteurs de vitesse des roues, des capteurs de pression des freins, et c'est aussi un capteur de lacet, donc il peut détecter quand la voiture penche et tourne. Grâce à toutes ces infos, il sait quand déclencher les airbags. Maintenant, comme on a un problème avec l'ABS et l'airbag, je pense que ça vient du module de l'airbag. Si vous vous souvenez, sur le Range Rover, on a dû retirer le module de l'airbag. Et Dips a dû brancher directement les broches pour effacer les données de l'accident. Et ça pourrait être le cas avec cette Aston Martin. Alors, normalement, contrairement aux voitures Volkswagen et Audi, surtout quand elles sont plus vieilles, vous pouvez effacer les données de l'accident en vous connectant à l'OBD. Mais plus les voitures sont récentes, moins ils veulent que les gens fassent ça. Du coup, ils installent un dispositif de sécurité sur la voiture pour vous empêcher d'effacer les données d'accident. Ce qui veut dire que il faut trouver plus de main-d'œuvre pour retirer le module de l'airbag. Donc, Dips peut accéder directement au module de l'airbag en contournant l'OBD. Ce qui revient à pirater l'appareil. Encore du piratage. Bon, Dips va devoir voir si on peut vraiment faire ça via l'OBD. Non, ils sont tous en alerte. Donc en gros, cette icône à droite que tu vois là, ça montre que ça doit être lu via le benchmark. Je vais regarder là-dessous pour voir si je le trouve. On commence à démonter. Trop bien! Ok. Donc on ne peut pas effacer les données d'accident juste avec le lecteur OBD. On doit retirer ce module d'airbag et Dips doit le lire directement. Le problème, c'est que ce module d'airbag est caché juste sous le tableau de bord. Donc c'est beaucoup de boulot rien que pour y accéder. Tu penses que quand on aura sorti ce module d'airbag, ça effacera les données de l'accident s'il y en a? Je te donne toujours des voitures que personne n'a jamais réparées. Exactement. Mais c'est justement ça le problème. Parce que les voitures sont tellement récentes que même les programmes et les logiciels du marché secondaire ne sont pas adaptés à ces véhicules. Le seul logiciel conçu pour ces véhicules, c'est l'outil d'origine du concessionnaire. Mais comme ils sont tellement récents, comme on l'a vu avec la Lambo par exemple, même les concessionnaires n'ont pas accès à la solution pour régler le problème en 1 minute. Et ça devient de plus en plus courant. Plus les voitures sont récentes, moins on veut que les bricoleurs y touchent. Tout doit être renvoyé au concessionnaire principal. On dirait que on ne peut pas accéder facilement au module de l'airbag. On va devoir dévisser tout le cadre en aluminium qui maintient le tableau de bord au châssis de la voiture. Et on espère qu'une fois dévissé, on pourra soulever suffisamment le tableau de bord pour que je puisse passer ma main et débrancher le module de l'airbag. C'est un sacré boulot. Et encore une fois, un boulot qui n'aurait pas été nécessaire sur une voiture plus ancienne. Mais comme je l'ai déjà dit, plus les voitures sont récentes, moins elles sont faciles à bricoler.
Je pense que c'est pour que la marque ait plus de contrôle sur les voitures qui reprennent la route après un accident. Plus elles sont difficiles à réparer, moins elles ont de chances d'être remises en circulation. Et moins elles ont de chances d'être remises en circulation, plus la marque a de chances de vendre une autre voiture pour remplacer celle qui a été retirée de la circulation à cause de l'accident. Ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai. Mais on se bat contre ça. Et enfin, on a sorti le module de l'airbag, qui est en fait un module d'airbag Mercedes-Benz. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Dips, parce que ces modules d'airbag Mercedes sont utilisés sur beaucoup de vieux modèles Mercedes. Sa machine lui dira ensuite sur quelle broche il doit placer son outil. Et il y a plein de broches sur ce module d'airbag. Ça va lire les défauts qui sont dessus. Déploiement du prétentionneur de ceinture de sécurité. Une fois qu'il a lu les défauts, on n'a plus qu'à les effacer. Oh, ça n'a pas marché. Mais on n'a pas pu les effacer, et on ne sait pas pourquoi. Si on n'arrive pas à effacer ces données d'accident, on va peut-être devoir acheter un tout nouveau module d'airbag. Salut Matt, ça va? Ouais, ça va. Je me demandais si vous pouviez me donner le prix de cette pièce dans la DB12. C'est un module d'airbag. Oui, alors le prix pour ça, c'est 971,98 livres sterling plus la TVA. Ok. Non, ça marche pas. Tu vas devoir en commander un. Voici la situation. J'ai commandé un module d'airbag chez Aston Martin. Il ne sera pas livré avant 4 jours. En plus de ça, il faut le programmer dans la voiture. Les seules personnes qui peuvent le programmer dans la voiture, c'est Aston Martin. Et en plus, ils viennent de m'appeler pour me dire qu'il y a un rappel sur toutes les DB12 pour une mise à jour logicielle. Donc, ils vont devoir mettre à jour le logiciel pour le coder dans la voiture, et apparemment la mise à jour du logiciel prend 2 jours, apparemment. Et c'est gratuit seulement si vous avez une garantie sur la voiture. Et je sais pas si j'en ai une parce qu'elle a été accidentée. Donc on est vraiment dans le pétrin maintenant. Et ça va finir entre les mains d'Aston Martin. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à construire cette voiture, parce qu'ils ne vont pas y toucher, et ils trouveront n'importe quelle excuse pour expliquer pourquoi cette voiture ne démarre pas, si on ne l'a pas réparée. Donc on doit juste tout assembler, attendre le module d'airbag, l'installer, et on aura une voiture qui a l'air complète. Et ensuite, avec un peu de chance, ils pourront la faire rouler. Allons-y. Ok, mettons ce pare-choc. Mais d'abord, il faut l'emballer. Keane et moi avons déjà emballé la majeure partie de la voiture, donc c'est normal de le faire revenir pour qu'il finisse le pare-choc avant. C'est l'une des parties les plus difficiles. D'abord, les gars font les incrustations. Ils mettent le film là où il ne pourra pas s'étirer s'ils essayaient de le faire en un seul morceau. Mais ils vont faire ça de manière à ce qu'à l'œil nu, on ne puisse pas voir qu'il s'agit d'un insert. Je suppose que c'est quelque chose qu'un emballeur expérimenté sait faire. Ensuite, les gars vont le pousser contre la voiture, ce qui leur permettra d'étirer le film sur le pare-choc avant sans qu'il bouge dans tous les sens. Ensuite, à eux deux, ils ont pu mettre la partie principale de l'emballage, en lissant tous les plis et en faisant sortir toutes les bulles. Encore une fois, un grand merci à Kizzy Customs d'être venu faire ça. Parce que, perso, je déteste emballer. Et si jamais vous voulez faire emballer votre voiture, voilà les gars qu'il vous faut. Ils ont maintenant retiré le film de la voiture pour finir les derniers petits détails. Et voilà, le pare-choc avant est terminé. Ça a l'air bien, non? Ouais. J'aurais fait aussi bien. On doit l'installer maintenant. Tout ça, les grilles, les connecteurs radars, tout. Les capteurs de stationnement. C'est pas le boulot d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas si c'est ton boulot ou celui de Matt. Matt aime bien faire ça. Je crois que j'aime bien faire ça. Terminer les derniers détails du pare-choc. Je mets la caméra. Le capteur radar. Ce capteur repère les voitures de devant et permet au régulateur de vitesse de les suivre. Couvercle du capteur radar, et cette horrible cache vient recouvrir le tout. On doit ensuite tout visser et fixer la grille à sa place. Après ça, on met une grille inférieure qui relie le pare-choc avant au séparateur arrière. On doit glisser ces clips en Z, puis la grille peut être boulonnée au séparateur inférieur, ce que Liam et moi sommes en train de faire. Et voilà, le boulot est presque terminé. Bon, le pare-choc est monté. Grande révélation! Oh là là! Ça a l'air comment? Parce qu'on a opté pour la grille standard. Je trouve ça pas mal. Ouais, ça a l'air classe, non? T'en penses quoi, Liam? C'est classe. C'est une Aston Martin, non? Elle a l'air classe. Probablement trop extravagant pour une Aston. Ouais, c'est classe, parce qu'il y avait l'option noir brillant, mais je me suis dit, comme on a les phares argentés, puis le côté chromé sur les côtés, eh bien, je me suis dit, vous savez quoi, je suis un mec classe. Oh, il pèse son poids.
Ça a de l'allure, non? C'est classe. Regardez, et j'ai choisi le badge original. Pas le badge noir. Parce que celui-là, c'est pas classe, c'est juste vulgaire. Ah, on doit le mettre en place maintenant. Je suis pas dans un bon angle pour bien le mettre. À peu près là? Ouais, c'est un badge impressionnant, non? Je dirais que c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est bon. Ça a l'air vraiment classe. Ouais, c'est vrai. C'est super classe. C'est super classe. J'ai presque envie de peindre mes étriers de cette couleur. Oh, ouais. Ce serait tellement classe. Ils sont de quelle couleur maintenant? Rouge. Oh, c'est charmant. Pare-choc terminé. Et ça va vraiment faire toute la différence sur la voiture. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'installer. J'ai décidé d'emballer cette voiture plutôt que de la peindre. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas tout enlever plus tard et la faire peindre. J'aime vraiment la couleur de l'habillage. Elle est parfaite pour un usage quotidien. Enfin, si elle démarre. Mais ce pare-choc a fait une énorme différence. Il suffit de faire quelques petits ajustements pour que les lignes de la carrosserie soient parfaites et le boulot sera presque fini. C'est une belle voiture. Elle est géniale, n'est-ce pas? Elle est géniale. On dirait une coupe de champagne. C'est une voiture qui a de la classe. Ouais, c'est vrai. Quand elle ira chez Aston Martin, et ils ont dit qu'ils ne feraient pas la mise à jour gratuitement, à moins que la voiture ne soit sous garantie. Et il se peut qu'il n'y ait pas de garantie, si elle a été impliquée dans un accident. Et là, ils vont sûrement aller sur Car Vertical, entrer l'immatriculation et voir « Oh, cette voiture a eu un accident !» Bon, un autre truc qu'on va changer, c'est la garniture du montant A. Vous voyez, à gauche, c'est noir brillant, mais à droite, là où il y avait tous les dégâts, on a remplacé le noir par de la fibre de carbone. On enlève le noir brillant. Et on va le remplacer par du carbone mat pour que ça aille aussi avec les rétroviseurs. Une voiture de course. Une voiture de course classe. Maintenant, ce qui est bizarre avec l'histoire de cette DB12, c'est qu'on peut voir que le rapport Car Vertical était plutôt bon. Sauf que la voiture est actuellement classée dans la catégorie S. Et vous pouvez voir sur Car Vertical que la date à laquelle les dommages ont été causés est inconnue. Ouais. Et on a même découvert que la voiture avait eu un accident lors d'un contrôle PDI, avant même d'être immatriculée pour rouler. Donc on a supposé que pour faire une déclaration à l'assurance, la voiture devait être immatriculée et ensuite déclarée comme endommagée. Et c'est après ça que je l'ai achetée. Un autre truc cool avec Car Vertical, c'est que si votre voiture a eu un accident, parfois il vous montre même les photos de la voiture mise aux enchères sur le site web des enchères de voitures accidentées. Donc, vous pouvez voir exactement où se trouvaient les dégâts, ce qui est bon à savoir. Pendant ce temps, j'ai installé les garnitures du montant A. Si vous voulez voir votre voiture, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour bénéficier d'une réduction sur votre contrôle Car Vertical. Mettons le pare-brise arrière. Première étape. Appliquer l'après avec un bon applicateur et éponge. C'est dur comme de la pierre. Deuxième étape, on met l'après sur le pare-brise. Troisième étape. La colle. Quatrième étape, on met le pare-brise en place. Mais ça, tu le sais déjà, non? On doit s'assurer que le pare-brise est bien aligné, puis utiliser du ruban adhésif pour le maintenir en place. Voici donc le nouveau module d'airbag d'Aston Martin, 940 livres sterling plus la TVA. Et ça doit être codé dans la voiture. Tout ce qu'on peut faire, c'est installer ça et essayer. Au pire, les airbags vont se déclencher. Ce qui est intéressant, c'est que l'ancien module d'airbag a un numéro de pièce différent du nouveau module d'airbag. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce qu'on sait, c'est que ces modules sont liés au numéro d'identification du véhicule. Donc c'est impossible d'acheter un module d'occasion et de le faire marcher avec votre voiture. Mais ce module sera réinitialisé. Donc pour l'instant, il n'est codé pour rien. Mais il est cependant possible qu'il fonctionne sans le codage. On teste la théorie? Je peux sortir de la voiture? Non. Ah! Jusqu'ici, tout va bien. Prêt? On attend que le bouton marche-arrêt s'allume en rouge. Mais ça n'a pas marché. Et après avoir branché mon outil de diagnostic, nous avons trouvé quelque chose. Ouais, le démarrage du moteur est bloqué à cause d'un accident. Ok, essayons. Allez. On voit que le démarrage de la voiture est bloqué à cause d'un accident. Mais maintenant, j'ai la possibilité de le réinitialiser. Mais quand on a essayé, ça n'a pas marché. Non, ça va pas marcher, non? C'est pas vrai. Au moins, on sait maintenant pourquoi la voiture ne démarre pas. On dirait qu'il y a un système de sécurité qui se déclenche après un accident, comme sur la Revuelto sur laquelle on bosse. Mais c'est peut-être parce que je scanne la voiture comme une Mercedes et pas comme une Aston Martin. Vu que mon outil ne me laisse pas faire, on n'arrive pas à la réinitialiser.
Donc, on dirait qu'il va falloir continuer à reconstruire la voiture pour qu'elle soit complète. Et puis, on espère qu'Aston Martin pourra réinitialiser les données de l'accident. La prochaine étape, le pare-brise avant. On applique l'après sur le pare-brise et sur la voiture. Ensuite, on met l'adhésif et mon père et moi pouvons soulever le pare-brise. Encore une fois, on doit s'assurer que tout est bien aligné. Une fois que c'est fait, on le scotche pour le maintenir en place. Ensuite, ce montant A qui a été endommagé par le déploiement de l'airbag. Et c'est l'une des pièces pour lesquelles on allait devoir attendre super longtemps, car il fallait une garniture spéciale pour cette voiture. Mais on en a trouvé une avec du cuir blanc. On a donc commandé celui avec du cuir blanc, et on va enlever le cuir de celui qui est cassé, et on va l'ajouter à celui en cuir blanc. Et avec un peu de chance, on aura une garniture de montant A correcte. Allons-y. Voilà les deux coupes qu'on a faites. La garniture noire est abîmée, comme vous pouvez le voir ici, mais pas la blanche. Les gars enlèvent donc le cuir blanc de la garniture qui n'est pas abîmée. Regardez, j'ai fait ça tout seul. Et ensuite, ils doivent retirer le cuir noir de la garniture abîmée. Mais ils vont réutiliser ce cuir, donc c'est important de ne pas l'abîmer. Voilà, c'est bon. Après ça, ils vont mettre un peu de colle en spray sur le montant A, qui n'est pas abîmé, puis coller le cuir noir par-dessus. Je ne sais pas combien aurait coûté une garniture de montant A chez Aston Martin, mais je sais qu'on aurait dû attendre longtemps pour l'avoir. Donc ça nous fait gagner du temps, et aussi de l'argent. Et le résultat n'est pas mal du tout. Bravo aux gars pour ce travail. Maintenant, je peux le remettre en place. Ça glisse dans la voiture, s'enclenche, et il y a quelques boulons qui le maintiennent en place. Et voilà, l'intérieur est presque terminé. Les dernières pièces. Et si cette voiture démarre, on ne veut pas qu'elle surchauffe. Et donc, on pourra voir si on a bien installé tous les radiateurs, ainsi que tous les tuyaux de refroidissement. Parce que, tant que tous ces radiateurs sont là, il y a 2 réservoirs de liquide de refroidissement. L'un, celui-ci, je crois qu'il sert au liquide de refroidissement du moteur. Ça refroidit le moteur, ça circule autour du radiateur de refroidissement du moteur. Ça, c'est celui-ci. Celui-là, je crois que c'est pour tout le système de suralimentation. Donc, tout le refroidissement des 2 turbos qui sont là. Je pense qu'on a un remplissage sous vide sur les 2. Mais aussi, on va pouvoir voir s'il y a des fuites, parce que si c'est le cas, je vais absolument pas être content. Vous nous avez déjà vu faire ça plein de fois. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner. Surtout si vous avez aimé toutes ces reconstructions impossibles. Donc ce qu'on fait, c'est remplir le liquide de refroidissement sous vide. On souffle l'air dans le système de refroidissement, ce qui crée un vide à l'intérieur et aspire tout l'air. Et vous pouvez voir la pression négative s'accumuler ici, sur le manomètre. Et ce qu'on veut, c'est que cette pression négative se maintienne pour montrer qu'il n'y a pas de fuite. Mais ça n'avait l'air pas bon. Ouais, on a une fuite. On a une fuite... quelque part. C'est un de ces tuyaux. Il y a un trou dans celui-là. Bon, on pense qu'il y a un trou dans ce tuyau. Parce qu'on a perdu le vide très rapidement. Oh ouais, c'est ça là. C'est pour ça qu'on a d'abord testé sous vide, parce que sinon, il y aurait eu du liquide de refroidissement partout sur le sol. Il y avait un tout petit trou dans ce tuyau. Mais nous avons un plan. Le voilà! Ce tuyau était en fait beaucoup plus gros qu'on pensait au début. Il se divise en 2 et passe juste sous la voiture. Mon père coupe la pince à usage unique. C'est beaucoup plus facile comme ça. J'ai ensuite pu le retirer du tuyau de refroidissement et le détacher du raccord en T. Au lieu d'en acheter un tout neuf, je crois que j'ai trouvé une solution. J'ai coupé la partie qui avait un trou dedans. Maintenant, le tuyau est beaucoup plus court de ça. Mais ça pourrait marcher. Ça pourrait vraiment marcher. On va essayer. La coupe n'était pas très droite parce que je pensais pas que ça allait marcher. Maintenant, le tuyau est un peu plus court. Mais il n'y a plus de trou. Je vais le remettre sur la voiture pour m'assurer qu'il ne tire pas sur quoi que ce soit. Et ça marche toujours. Ensuite, je remets 2 nouveaux colliers. Et je remets tous les autres tuyaux que j'ai dû enlever pour y accéder. Je remets le filtre à air en place. Et je refais le test sous vide. Et cette fois, ça avait l'air bon. Oh, regarde ça! Ça a l'air bon? C'est bien. Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de faire le vide dans cette voiture.
La seule raison pour laquelle on vide l'air, c'est si les radiateurs sont situés à l'avant de la voiture et qu'on remplit le liquide à l'arrière, on obtient une grosse poche d'air. Mais comme ce réservoir de liquide de refroidissement est super haut à l'avant, la plupart de l'air s'échappe de toute façon, mais c'est un bon moyen de voir s'il y a des trous dans vos tuyaux sans faire de dégâts, plutôt que de découvrir du liquide de refroidissement partout sur le sol. Et regardez ça, c'est solide, mon truc avec le tuyau a marché. Personne s'en rendra compte, personne ne le saura, à part toutes les personnes qui regardent. Il ne restait plus qu'à ajouter le liquide de refroidissement. Avec toute la pression négative à l'intérieur du système de refroidissement, on peut brancher ce tuyau qui va dans un réservoir de liquide de refroidissement. Et quand vous ouvrez le robinet, ça aspire tout le liquide de refroidissement. Et pour le liquide de refroidissement dans le système de suralimentation, on a juste décidé de le verser dedans, car le remplisseur sous vide ne semblait pas s'adapter au réservoir de liquide de refroidissement. Mais comme il n'y avait pas de fuite au fond, tout semblait bien se passer. Il ne restait plus que les dernières finitions, comme mettre les balais d'essuie-glace, le panneau de protection, et la voiture était pratiquement terminée. Ok, nous y voilà. Nous avons presque fini la construction de la DB12. Il reste quelques petites choses à faire. Allons voir ça. Cette voiture a l'air complètement irréelle. C'est l'une des plus belles voitures qu'on a jamais reconstruites. Et elle ne roule même pas. Maintenant, on fait ce que je ne voulais pas faire. On va aller chez le concessionnaire principal. Parce que ça ne dépend plus de nous maintenant. Dieu seul sait ce qu'ils vont nous faire payer. Et Dieu seul sait s'ils sont capables de le faire eux-mêmes. C'est quelque chose que même Aston Martin n'a pas encore essayé de faire. C'est une DB12 accidentée. Elle n'utilise aucun logiciel provenant d'une autre voiture. C'est juste le logiciel DB12. Je ne peux que croiser les doigts maintenant, parce que qui sait quand cette voiture sera de retour. Ok. À droite. Tout droit. Au revoir. À plus. Nous y voilà. C'est au concessionnaire principal de jouer maintenant. On n'y peut rien. Ça pourrait coûter super cher. Ou juste 5 minutes de boulot pour eux. On ne peut qu'espérer. Bon, on va voir si on arrive à la démarrer. On ne va pas voir, on va le faire. Ouais. Elle va démarrer. Il m'a donné la journée pour le faire. D'accord, ok. Je pense qu'il suffit de la brancher, d'effacer les données d'accident et ça devrait marcher. On verra bien. Je dis pas que ça va pas démarrer. Non, mais on peut essayer. Bon, on est chez Aston Martin maintenant. Et ils vont essayer de la faire rouler aujourd'hui, et la brancher pour voir si ça marche. Il suffit peut-être d'effacer les données de crash, de supprimer toutes les erreurs et elle devrait démarrer. Ça, c'est le plan A. Et le plan B, c'est que elle pourrait rester ici. Croisons les doigts. Voyons voir ce que les gars peuvent faire. On attend. On attend avec impatience. Est-ce qu'ils vont y arriver en une journée, ou est-ce qu'on doit en rester là? En attendant, on regarde des modèles très cher. Vraiment très cher. Ça marche? Tu plaisantes? Non, ça marche. Oh mon Dieu! Oh, j'y crois pas. Et en moins de 10 minutes, la voiture était en train de rouler. Regardez-la! Elle a bel et bien démarré. On nous a vaincus, ouais. On s'est fait battre, le but c'était d'éviter le concessionnaire principal. Mais parfois, on doit juste céder. C'est comme ça que ça se passe. Ils veulent que vous ameniez leur voiture chez le concessionnaire principal. Ils n'aiment pas les bricoleurs, mais bientôt on va l'emmener faire un premier tour. Juste pour faire un petit tour. La solution a été simplement d'effacer les données de l'accident. C'est tout ce qu'il fallait faire. Il fallait ce nouveau module d'airbag. Donc on devait faire ça. On devait coder le module de l'airbag dans la voiture et ensuite effacer les données de l'accident. Mais comme on a installé plein de nouveaux petits trucs, les gars se sont dit qu'il y avait plein de voyants allumés sur le tableau de bord. Donc on sait pas trop comment ça va rouler, mais je suis impatient. La DB12 tourne vraiment. J'arrive pas à croire qu'elle roule. Ouais, pareil. J'y crois pas. Tous les voyants sont allumés sur le tableau de bord. Ouais, ça commence à chauffer un peu. Ça chauffe? Ouais. Regarde, il y a le thermomètre là, regarde. Vite, vite, on doit la refroidir en roulant. Elle roule.
Elle roule! Je dois admettre que ça semble pas très sain. C'est la première fois que cette voiture roule depuis l'accident. Oh ouais, on est clairement en mode limp. Vraiment? C'est super lisse, non? Ouais, c'est clair. Oh, quelle voiture! On roule en DB12, ma nouvelle Aston Martin. Pour la première fois, le kilométrage est... Je sais pas de combien de kilomètres elle a au compteur maintenant. 66 km, les gars! 66 km. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on a fait une bonne affaire. La DB12 coûtait 60 000 livres. On a dépensé 62 000 livres en pièces détachées, ce qui fait un total de 122 000 livres sterling. Et la seule chose supplémentaire qu'on a dû acheter, c'est ce module d'airbag pour 940 livres sterling. Ce qui nous fait un total de 122 940 livres sterling pour cette DB12. Et si vous cherchez une DB12 avec ce kilométrage aujourd'hui, vous devrez débourser plus de 170 000 livres sterling. On doit juste récupérer la facture finale d'Aston Martin pour pouvoir démarrer la voiture. Mais à cause de ça, je pense qu'on va devoir se séparer d'une voiture. Et ça va être l'une des vôtres. Mon Aston Martin Vantage. Je ne voulais pas avoir à le faire, mais maintenant, l'un d'entre vous va rejoindre le club des propriétaires d'Aston Martin. Quelle voiture, cette Vantage! Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Mais maintenant, c'est à l'un d'entre vous de continuer l'aventure pour seulement 9 livres 95. Il ne reste plus qu'une semaine. Le tirage au sort en direct, c'est la semaine prochaine. Une Aston Martin entre, une Aston Martin sort. Je garde cette Vantage depuis super longtemps maintenant. J'espère juste que la DB12 sera à la hauteur de cette Vantage. Je suis sûr que l'un d'entre vous va l'apprécier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. On essaie de retrouver un morceau de mousse qui a été aspiré là-dedans. C'était il y a longtemps, ça a fait... Il a été aspiré. C'est exactement le bruit que ça a fait quand ça a été aspiré. Comme ça. Like a drug